Avant de commencer, je vous rappelle que le dernier ouvrage de Eric Reyes, mais non c'est pas celui-là, The Startup Way est à gagner. Le tirage au sort se fera parmi les abonnés de ma chaîne YouTube No One is in Event d'ici décembre. Non, d'ici Noël. Ouais, d'ici Noël. Commençons avec YouTube. Le cadeau de Noël des milléniaux a été mis en ligne mercredi, le Rewind 2017. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Rewind, c'est un événement annuel sur YouTube qui met en scène les YouTubeurs les plus populaires de l'année dans l'environnement culturel de l'année. Donc par exemple, YouTube est revenu cette année sur les événements comme le Lava Challenge, comme le Fidget Spinner, comme la naissance du girafon Tajiri, ou encore sur l'éclipse solaire qui a eu lieu aux États-Unis. Avec un très rapide clip sur les attentats, parce que quand même, il ne faut pas gâcher l'ambiance. Vous y verrez cette année toutes les stars les plus populaires sur YouTube, parmi lesquelles Marshmello, le Backpack Kid, l'équipe de Vsauce, Casey, Philippe DeFranco, les frères Jake et Logan Paul, bref des youtubeurs populaires que sans doute les plus de 40 ans ne connaissent pas. Maintenant la surprise, c'est que ni Norman ni Cyprien ne font partie du casting, alors que par contre, on fait partie le Rire Jaune. Ma mère est médecin, alors je sais ce que vous allez me dire. Ah ouais, t'as trop de chance, tu peux avoir des certificats gratuits pour sécher les cours. J'aurais aimé. Je vous rappelle que ma mère est chinoise. Pour elle, l'école, ça guérit. Séquence Facebook avec un peu de startup washing dénoncé par Olivier Ezrati sur un article qu'il a publié sur son mur Facebook. En effet, il est en train de préparer le rapport qu'il va faire sur le CES 2018. Alors CES signifie Consumer Electronics Show, qui aura lieu du 7 au 12 janvier 2018 à Las Vegas. Donc il prend un peu d'avance. Cette année encore, Olivier dénonce ce qu'il appelle les erreurs de casting. Ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément des startups, qui font une activité qui n'ont pas forcément de rapport avec le CES. Donc l'année dernière, par exemple, il avait identifié 13% d'entreprises qui n'avaient rien à voir au CES, ce qui représentait 41 entreprises pour 316 présents au CES 2017. Cette année, le chiffre augmente, nous serions, toujours selon Olivier Ezrati, à 16% d'erreurs de casting. Alors pour Olivier, les erreurs de casting, ce sont les entreprises qui sont des agences de création ou des prestataires de services, des entreprises de micro-niche, des apps, ou encore des entreprises qui ne font pas de B2C, donc, et qui oublient que le C de CES signifie Consumer. Alors je vous rappelle quand même que le CES 2018 est critiqué en ce moment pour l'absence de femmes dans les keynotes, comme l'a relevé The Gender Avenger, qui est une association féminine qui veille à la présence de femmes dans le discours public. Événement de la semaine, Yves Pigneur était à Paris pour donner une conférence sur l'innovation des business models devant les anciens de l'ESCP et d'HEC Montréal. De quoi vous allez parler ce soir? Alors je vais parler de la conception de business model. D'accord. Donc expliquer un petit peu que veut dire la conception avec plusieurs aspects. Un aspect de notation. Quelle notation on peut utiliser pour décrire un modèle d'affaires, un modèle économique, on est chez vous je crois. Première chose, notation. Ça c'est vraiment une obsession depuis très longtemps. Ça a commencé pour moi sur le campus à peu près en 98, dans lequel je voulais un langage qui permette de définir un modèle d'affaires. Et aussi quelques techniques, comme par exemple le prototypage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prototyper est quand même au cœur de la conception des business models. Pourquoi? Parce qu'au départ, on ne sait pas ce qui va marcher. Donc si vous n'en avez qu'une, par définition, c'est la meilleure idée. Mais quand vous avez 3 idées, vous êtes dans une position où vous pouvez peut-être choisir celle qui semble la plus appropriée. Donc c'est un processus de recherche. Créer des alternatives de modèles d'affaires avant de décider celui qu'on va adopter. Éviter de tomber amoureux de sa première idée. Vous allez voir que ça, c'est un très gros enjeu. Hein. Ça, c'est vrai pour les grosses entreprises, c'est vrai pour les entrepreneurs. Que veut dire tester un modèle d'affaires avec les clients avant de lancer l'entreprise. Et donc, on doit pouvoir vérifier tout ça. Alors, la partie droite ici, c'est est-ce que les clients le veulent vraiment? Donc, c'est désirable.
Est-ce que je suis capable de le faire? Et quand j'ai beaucoup de technologie, c'est compliqué. Tesla va mettre plus que 5 ou 6 ans juste pour montrer qu'on peut faire un roadster électrique. Donc ça, c'est bien sûr un gros enjeu. Et puis, la viabilité, c'est de savoir, et in fine, est-ce que je vais gagner de l'argent? Et comment faire évoluer un modèle d'affaires existant. Parce que parfois les entreprises, elles existent et puis il faut se renouveler ou se rénover. Même ces sociétés grosses qui ont les moyens, ils ont mis longtemps et ils ont changé de business model. Ils sont partis avec du B2B, ils ont avec du B2C, mais très limité à travers les canaux digitaux. Ils sont revenus avec des magasins, donc eux-mêmes cherchent le bon modèle et puis ils le cherchent. Nestlé a mis très longtemps à trouver. Pour un entrepreneur, survivre 15 ans, ou à peu près, ou 10 ans en tout cas comme eux ont fait, ça c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup de moyens. Ce sont des choses qu'on peut retrouver dans votre ouvrage ou Oui, ça va être construit sur les 2 ouvrages, Business Model Generation et Value Proposition Design. Je vais faire un petit mix de tout ça avec 2-3 exemples. Très bien. Et les personnes ici vont faire un exercice eux-mêmes, ce que je vais téléguider. Mais... D'accord, très bien, c'est ce qui est ici. D'accord, ok, très bien. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Pigneur, sachez qu'il est classé 7e avec son co-auteur Alex Osterwalder dans la liste des Thinker 50. Tiens d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée de faire un numéro spécial sur cette liste. C'est Yves Pigneur qui a inventé le Business Model Canva, qui est aujourd'hui le modèle de business model le plus utilisé par les entrepreneurs, les VC, les jeunes start-upers et consorts. Ce modèle, qui était d'abord 9 cases sur une feuille, utilisé donc par Yves Pigneur avec ses élèves à partir de 98, a été ensuite travaillé de façon un peu plus scientifique dans la thèse d'un de ses étudiants, Alex Osterwalder, qui a un petit peu réfléchi, même beaucoup réfléchi, à la raison d'être des business models pour en proposer un nouveau design. Le nouveau design est apparu en 2008 avec le Canva et les 9 cases que nous connaissons maintenant, avant de finalement paraître dans le bouquin Business Model Generation en 2010. Beaucoup de choses peuvent être dites sur ce bouquin qui a révolutionné le monde de l'entrepreneuriat. Imaginez, ils en ont vendu 1 500 000 exemplaires et il a été traduit en 40 langues. L'écriture de cet ouvrage est basée sur plusieurs principes. Le premier, c'est que cet ouvrage devait être écrit en anglais pour être international. Le second, qu'il devait être richement illustré pour servir d'apprentissage. Et le dernier, que le business model Canva soit en Creative Commons pour pouvoir être partagé gratuitement avec qui le souhaitait. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit avec un ton un peu ironique que Uber avait fait un partenariat avec la NASA pour créer des taxis volants. Eh bien, figurez-vous que cette nouvelle est revenue sur le tapis volant la semaine dernière lors de la conférence Disrupt qui était organisée à Berlin par TechCrunch. En effet, lors de cette conférence a été organisé un face-à-face avec d'un côté Alex Zozel, le créateur, fondateur et CEO de Volocopter, entreprise qui propose un espèce de drone géant qui est actuellement développé à Dubaï, et de l'autre Yann De Vries, qui est le VC de Helium, qui est pour moi un projet un peu plus sexy et qui mélange voiture volante et jet. Le journaliste qui animait la table ronde n'a pas mis longtemps avant de poser la question « Quand est-ce que nous allons voir des voitures volantes dans notre quotidien ?» Et c'est Alex Zozel, le PDG de Volocopter, qui n'a pas eu peur de se tromper en annonçant que, selon lui, ça devrait arriver d'ici 2020. Ce à quoi Yann De Vries a répondu « Attention, ne nous emballons pas. Je pense qu'effectivement, ça ne va pas prendre des dizaines d'années, mais quand même, ça risque de prendre quelques années. » Wish, c'est l'application dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, ou alors dont vous avez entendu parler en pas vraiment bons termes, qui pourtant est valorisée 8 milliards de dollars et dont la valorisation a été multipliée par 2 en 6 mois. Cette application au look de Pinterest vous propose de faire du shopping en vous amusant. Et vous allez pouvoir y trouver des produits à très bas prix. Des câbles USB à 1 €, des chaussures à 23, des manteaux à 25. Du très bas prix. Derrière Wish se cache Peter Zulczewski, qui est un ancien ingénieur de chez Google et qui a passé des années à voir que Amazon était le plus gros annonceur sur Google. Donc il s'est dit qu'il allait utiliser la même stratégie avec Wish. C'est pour ça que selon Sensor Tower, Wish est le second annonceur sur Facebook.
juste derrière Instagram, avec des dépenses de 100 millions de dollars par an. Il est le 6e sur Google et le 4e sur Pinterest. Mais il y a un hic, voire même plusieurs. Déjà, le temps de livraison peut atteindre 1 mois, les frais de port peuvent être exorbitants et la qualité des produits livrés, vous attendez pas à du produit qui dure. La tendance d'aujourd'hui, c'est VUCA pour volatilité, uncertainties, donc incertitude, complexité et ambiguïté. Alors d'habitude, j'aime pas trop les acronymes qui sont surtout là pour des managers ou des consultants un petit peu feignants qui cherchent la facilité et des raccourcis. L'intérêt de VUCA, c'est que ce n'est pas une checklist, c'est une grille de lecture pour comprendre les transformations économiques, technologiques et sociales du monde. D'abord, la volatilité. Vous connaissez déjà la loi de Moore. Par contre, est-ce que vous savez que le coût du gigaoctet a été divisé par 520 millions en 60 ans? Est-ce que vous savez aussi que le coût du gigawattheure des panneaux solaires a été divisé par 2 depuis 2010? Et cet exponentiel touche également les entreprises et en ce moment, il vaut mieux être Uber que Toys R Us. L'incertitude. Les événements qui arrivent aujourd'hui sont tellement soudains et imprévisibles qu'il devient presque impossible de s'y préparer. Je ne vais pas vous reciter les exemples ressassés encore et encore des élections présidentielles françaises et américaines, mais regardez ce qui s'est passé récemment avec Kevin Spacey. Personne n'avait vu par exemple l'effondrement de Homejoy qui a levé 40 millions de dollars pour mettre la clé sous la porte 18 mois plus tard. Et personne n'avait vu venir la catastrophe industrielle de Theranos, dirigée par Elizabeth Holmes, qui pendant un moment avait été comparée à Steve Jobs parce qu'elle mettait des pulls à col roulé noir, qui est passée en 6 mois d'une valorisation de 45 milliards de dollars à rien du tout. Vous avez ensuite la complexité. Cette complexité vient non seulement du nombre d'informations disponibles, mais du fait qu'elles soient toutes connectées les unes aux autres et qu'elles changent sans arrêt. Regardez notamment cette étude de Robert Kelley, qui est un professeur de Carnegie Mellon, qui en 1986 est allé demander à des employés quel est le pourcentage d'informations que vous avez besoin de connaître par cœur pour tenir votre emploi. En 1986, l'étude a montré que l'on devait connaître par cœur 75% des informations dont on avait besoin pour tenir notre job. Il a refait la même étude en 2010 et trouvé que ce chiffre était descendu à 8%. C'est-à-dire qu'en 2010, on devait connaître par cœur seulement 8% des informations dont on avait besoin pour tenir un job. Et ce, pour 4 raisons. La première, parce que tout et son contraire deviennent vrais en même temps. 2, parce que les informations sont de plus en plus rapides et nombreuses. 3, parce qu'elles sont de plus en plus complexes. Et 4, parce qu'on dispose aujourd'hui d'outils digitaux qui nous permettent de ne pas avoir tout en local, mais d'en avoir un peu plus dans le nuage. Et enfin, l'ambiguïté. Prenez par exemple les startups qui sont présentées comme le fer de lance de l'innovation en France. Regardez maintenant quelles sont les entreprises qui déposent le plus de brevets. Et vous allez trouver que le classement commence avec au top PSA, qui a été fondé en 1810. Je pourrais également prendre comme exemple la Chine, vers laquelle de nombreuses entreprises se délocalisent, alors que pourtant, la Chine est la première victime de la désindustrialisation. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Innovation Weekly pour avoir des infos décalées et étonnantes sur les technologies, les startups, les entreprises, l'innovation, la créativité.